En calcul en première année, on voit pour des fonctions d'une seule variable que bon, la première dérivée nous dit quelque chose à propos de la croissance ou la décroissance d'une fonction, et puis que la deuxième dérivée, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, nous donne l'information à propos de la courbure ou de la concavité de la fonction. Alors, c'est pas étonnant que pour des fonctions qui vont de Rn vers R, on va vouloir étudier le phénomène semblable, c'est-à-dire de prendre les dérivées partielles d'ordre 1 et puis d'étudier à leur tour chacune de leurs dérivées partielles. Alors, ça nous mènera à parler du concept des dérivées partielles d'ordre 2. Et puis ensuite, on pourra continuer là, de répéter ce processus-là pour avoir des dérivées partielles d'ordre que l'on désirera. Alors, on a passé beaucoup de temps au début du semestre de parler des dérivées partielles d'ordre 1. Donc, j'ai une fonction qui va de Rn vers R. Et puis, si je dis qu'elle est de classe C1, ça veut dire que quand je calcule chacune de ces dérivées partielles par rapport à les n variables x1 jusqu'à xn, ça nous donne des fonctions qui sont continues. Donc, une telle fonction, si elle est de classe C1, on a vu qu'elle était automatiquement dérivable. Maintenant, donc, ça veut dire qu'on commence avec une fonction, puis avec cette fonction ici, on a construit n a priori différentes fonctions, okay, qui chacune sont définies sur leur domaine. Alors, c'est normal de penser, OK, est-ce que si je prends ces n fonctions-là, est-ce que je suis capable de les prendre, puis à leur tour, les dériver par rapport à chacune des variables x1 jusqu'à xn? Donc, ça va nous mener, cette réflexion-là, à définir le concept de dérivée partielle d'ordre 2. Donc, si les fonctions df, dxi ont chacune à leur tour des dérivées partielles continues, alors on dit que f est de classe C2. OK? Donc, faisons un petit peu de combinatoire ici. J'ai une fonction f qui dépend de n variables, et puis chacune, donc j'ai n dérivées partielles possibles d'ordre 1, puis chacune de ces n dérivées partielles-là, je peux à leur tour les dériver par rapport à n, les n variables, chacune des n variables. Donc, j'ai n dérivées partielles d'ordre 1, et puis j'aurai, bon ben, n fois n, c'est-à-dire n carré, dérivées partielles d'ordre 2. Alors, vous voyez comment ça peut croître rapidement ici, surtout si n est grand. Alors, de même, pour un certain entier fixé k, on dit que f est de classe CK si f a des dérivées partielles d'ordre J continue. Pour tout J plus petit ou égal à K. Alors, je vais vous donner un petit schéma de comment ça se passe ici. Avec le cas n égale à 2, c'est plus facile de décortiquer qu'est-ce qui se passe là, visuellement avec deux variables indépendantes. Hein, donc, la note, c'est comme ça qu'on va aussi introduire la notation qu'on va utiliser. Alors, par exemple, si j'ai une fonction f qui va de R2 dans R, c'est-à-dire f dépend de, mettons, x et y,
Alors, je commence avec f, et puis je peux dériver par rapport à x ou par rapport à y, et puis en dérivant par rapport à x, j'ai ce que j'avais appelé la dérivée partielle df dx. On avait aussi appelé ça f avec un indice inférieur x. D'autre part, si je prends f puis je dérive par rapport à y, j'obtiens ce que j'avais appelé df dy ou aussi f avec un indice inférieur y. Donc, l'idée, c'est que maintenant, ça maintenant, c'est une autre fonction qui dépend de deux variables. OK? Donc, je suis capable de prendre ça et puis de la dériver par rapport à x ou de la dériver par rapport à y. Donc, dans ce premier cas ici, je suis en train de calculer la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à x de f. Hein? Donc, j'ai pris f, j'ai dérivé par rapport à x en traitant y comme une constante, puis j'obtiens une expression qui fait intervenir x et y. Je prends cette expression-là et puis je la dérive à nouveau par rapport à x en traitant y comme une constante. Alors, la notation qu'on utilise, c'est la notation suivante, d2f, d rond x2, ou aussi on va utiliser f avec xx. OK? Donc, ça dit, commencez par f, dériver par rapport à x en traitant y comme une constante, et dériver une deuxième fois par rapport à x en traitant y comme une constante. Autre possibilité, c'est de prendre ceci, et puis, donc ça c'est maintenant une expression, comme je disais, qui dépend de x, y, et puis de la dériver par rapport à y en traitant x comme une constante. Donc, je prendrai la dérivée par rapport à y de df dx. Alors, la notation qu'on va utiliser, c'est la suivante. OK? Ou celle-ci. Alors, c'est important ici de remarquer là, que ici, on devrait lire la notation là, de droite à gauche. Je commence en prenant f, je dérive d'abord par rapport à x et ensuite par rapport à y. Alors, quand j'utilise la notation avec les dés ronds, je regarde au dénominateur ici, là, puis je commence à la droite, puis je me déplace vers la gauche. Tandis que quand j'utilise la notation avec les indices inférieurs, ça nous donne l'ordre ici en commençant par la gauche et en allant vers la droite. Okay? Je le sais, c'est fatigant, ça peut porter à confusion, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça qu'il a la nomenclature. Alors, c'est bien juste de l'apprendre et de s'en habituer. Ensuite, bon ben, toutes les opérations que j'ai faites ici pour fx, je pourrais les faire pour fy aussi. Hein? Alors, je vais dire que ça maintenant, je peux le dériver soit par rapport à x ou par rapport à y. Donc, c'est-à-dire, je peux calculer la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à y. J'appelle ça d2f dx, dy ou fyx. Puis la dernière possibilité ici, c'est dériver par rapport à y de la dérivée par rapport à y. Et puis ça, on utilisera cette notation ici ou celle-là. Alors, vous voyez ici, on commence avec f, une fonction qui va être R2 dans R. Il y a deux dérivées partielles possibles, une par rapport à x, une par rapport à y. Et puis, si chacune de ces fonctions-là a des dérivées partielles à leur tour, ben, il va y en avoir 4 possibilités, dépendant de l'ordre des opérations qu'on fait. Donc, ça, on appelle ça les dérivées partielles d'ordre 2. Dérivée partielle d'ordre 2. OK. On va faire ça avec un exemple concret pour que vous voyez de quoi il s'agit. Alors, exemple 6.8. Prenons la fonction f
de xy égale x cube y plus sinus de x fois y. Alors, calculer toutes les dérivées partielles d'ordre 2. OK, alors, ici, il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas sauter immédiatement à calculer les dérivées partielles d'ordre 2. Faut vous commencer avec les dérivées partielles d'ordre 1. OK, donc vous devez d'abord calculer ces deux dérivées partielles-là pour ensuite les dériver à leur tour par rapport à x et par rapport à y. Donc, il n'y a pas de manière à s'en sauver. On va commencer avec la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc, je prends l'expression que j'ai ici, je dérive par rapport à x en traitant y comme une constante. J'ai donc 3x carré y pour le premier terme. Et puis ici, bon, ben, voilà, j'utilise la règle de dérive en chaîne. Alors, je vais avoir plus cosinus de xy fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur ici par rapport à x en traitant y comme une constante. Fait que ça nous donne plus y fois cos de xy. Ça, c'est fx. Je vais le descendre ici pour pouvoir écrire dans une autre colonne. Dans notre colonne ici, fy. Donc, fy, je prends cette expression ici et maintenant je la dérive par rapport à y en traitant x comme une constante. Alors, je vais avoir x cube plus x fois cosinus xy. Hein? Donc, ici, ce terme ici, c'est la dérivée par rapport à y de ceci en traitant x comme une constante. Donc, je dérive le sin, j'ai cos, et puis je dérive qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici par rapport à y en traitant x comme une constante. Alors, c'est x. C'est ce x qui est ici. Ensuite, maintenant, je vais travailler, donc je vais mettre une barre ici entre les deux. De ce côté ici, je vais calculer maintenant fxx. Donc maintenant, ce que je travaille avec, c'est ceci. C'est ça que je vais prendre et puis dériver ceci maintenant par rapport à x en traitant y comme une constante. Donc, je vais avoir 6xy plus, donc là, je dérive ceci par rapport à x en traitant y comme une constante. Alors, j'ai le y qui est déjà là, cette constante-là va rester là. Je vais dériver le cosinus, ça va me donner moins sinus. Et puis, je vais dériver xy par rapport à x, en traitant y comme une constante. Donc, il y a un autre y qui va sortir ici. Alors, je vais avoir moins y carré sinus xy. Alors, ça, c'est fxx. fxy, encore une fois, je travaille avec cette expression ici. Et maintenant, je la dérive par rapport à y en traitant x comme une constante. Donc, je vais avoir 3x carré pour le premier terme. Et là, ici, il va falloir que je fasse attention parce que si je dérive par rapport à y, j'ai maintenant un produit. Donc, il va falloir que j'utilise la règle du produit. Donc, j'ai un premier terme qui va être la dérivée de ceci, qui est 1 fois cos de xy, donc plus cos de xy. Et ensuite, je vais avoir un deuxième terme qui va être y fois la dérivée de ceci par rapport à y. Donc, quand je vais dériver ça par rapport à y, je vais avoir d'abord le moins sinus pour la dérivée du cosinus. Et puis, je vais avoir un x qui va sortir en dérivant ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, ça me donne moins xy sin de xy. OK, fait que ça, ce sont les deux dérivées partielles fxx et fxy. Là, maintenant, je répète le calcul, mais pour ce côté ici. Donc, je vais avoir ici, je vais commencer avec fyy. Je vais prendre ceci, puis je vais le dériver par rapport à y en traitant x comme une constante. Donc, la dérivée de ça, ça va me donner 0.
en dérivant ceci par rapport à y en traitant x comme une constante. Donc, ce x-là, il va encore être un facteur multiplicatif. Dériver le cosinus, ça va me donner moins sinus. Et puis, j'ai un autre x qui va sortir en dérivant ceci par rapport à y. Donc, je vais avoir moins x carré sin de x, y. Et finalement, fyx. Fyx, maintenant je prends ceci et je dérive par rapport à x en traitant y comme une constante. Donc ça va me donner 3x carré. Et encore une fois, ici, je dérive ça par rapport à x, j'ai un produit. J'ai x fois cos de xy, il faut que j'utilise la règle du produit. Alors, vous faites le calcul, ça vous donne ici cos de xy pour le premier terme de la règle du produit. Puis le deuxième terme, encore une fois, moins xy sin de xy. Et puis ici, bon, ben, on constate que ces quatre expressions ici sont toutes des expressions qui sont continues parce que ce sont des produits de polynômes et de sinus de polynômes. Donc, c'est toutes des choses qu'on sait déjà qui sont continues. Alors, les quatre dérivées partielles d'ordre 2 étant continues, on peut en conclure que f est de classe C2. Alors, puisque fxx, fxy, fyx et fyy sont continus, pour les raisons que je viens d'expliquer, il en suit que f est de classe C2. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, vous avez certainement remarqué que la réponse que j'ai eue ici est exactement la même que j'ai eue ici. Hein? Puis c'était deux calculs différents, ça. Ici, j'ai commencé par dériver par rapport à x et ensuite par rapport à y. Ici, j'ai commencé dériver par rapport à y, ensuite par rapport à x. Et puis, on voit ici qu'on a la même réponse. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de s'attendre que ça allait donner nécessairement la même réponse parce que l'ordre est différent. Mais, donc, est-ce que c'est un accident de cet exemple ici? Et la réponse, c'est non. Donc, il y a un théorème qu'on va voir ici qui dit qu'à chaque fois qu'on a une fonction de classe C2, alors fxy est toujours égal à fyx. Donc, ce théorème-là s'appelle le théorème de Clairaut-Schwartz. Donc, ça, je vais donner ça comme étant le théorème 6.9. Clairaut-Schwartz, qui dit la chose suivante. Alors, en fait, je vais l'énoncer pour une fonction f qui va de Rn dans R en général. Donc, si f est de classe C2, alors, à chaque fois que je prends deux entiers I et J entre 1 et n, la dérivée partielle de f, deuxième dérivée partielle de f, par rapport à xi, xj, dans l'ordre là, c'est la même chose que la deuxième dérivée de f par rapport à xj, xi. Hein, donc, si jamais I et J sont les mêmes, ben, il n'y a pas de contenu ici. Okay? Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est par exemple fxx égale fxx. Par contre, donc, le contenu, c'est quand I et J sont différents. C'est en train de dire que l'ordre dans lequel on calcule une dérivée partielle d'ordre 2 n'est pas important. Si f est de classe C2. Okay. Ça fait que, en fait, il y a une généralisation de ça. C'est pas juste pour les fonctions, c'est pas juste pour les dérivées partielles d'ordre 2. C'est la même chose pour les dérivées partielles d'ordre supérieur. Hein? Donc, si je reviens ici, là, pour définir les dérivées partielles d'ordre 3, ben, j'en aurais, combien? J'en aurais 2 ici, 2 là, 2 là, 2 là, j'en aurais 8.
Hein, donc ici, fxx, je peux le dériver par rapport à x et par rapport à y. Ça, je peux le dériver par rapport à x, par rapport à y, et ainsi de suite. OK? Donc, le théorème de Clairaut-Schwartz dit si chacun de ces 8 dérivés partiels d'ordre 3-là est continu, la fonction est classée 3, et puis l'ordre dans lequel on calcule les dérivés partiels n'est pas important. Donc ça, je vais mettre ça comme une remarque ici. Remarque 6.10. Donc, on peut montrer que si f est de classe, mettons C3, alors pour tout I, J, K entier dans un N, on a que la troisième dérivée de f par rapport à xi, xj, xk, c'est la même chose que la troisième dérivée de f par rapport à xj, xi, xk, qui est la même chose que la troisième dérivée de f par rapport à xk, xj, xi et toutes les autres permutations possibles. Et même chose pour C4, C5, C6 pour les dérivés d'ordre 4, 5, 6, ainsi de suite. OK? Donc voilà pour les dérivés partiels de fonctions d'ordre supérieur. Dans ce cours ici, ça va surtout être la dérivée d'ordre 2 qui va nous intéresser. Et plus tard, à la fin du semestre, on fera un lien entre ces dérivés partiels d'ordre 2-là et concavité du graphe de la fonction. Okay? Donc, ça va faire un lien entre la matière qu'on voit ce semestre ici et puis la matière que vous avez vue en première année quand vous avez étudié le signe de la deuxième dérivée. Okay? Donc ici, parce qu'il y a 4 dérivés partiels d'ordre 2 possibles, alors c'est pas juste le signe qu'il faudra étudier, ça va être une quantité qui va être un peu plus générale que le signe.